Bien le bonjour pour le cours de traitement thermique des aciers pour la session d'hiver 2021. Donc pour le premier cours, ce que je vais faire là, comme à l'habitude, à chaque premier cours, je vais vous présenter un petit peu un résumé de ce qu'on va voir à travers la session en matière de traitement thermique pour votre cours de traitement thermique. Mais auparavant, je vais mettre en évidence certains points importants qui sont présentés dans le contrat, en l'occurrence le plan de cours qui nous lie ensemble, là, moi en tant que professeur et vous en tant qu'enseignant, pour que à la toute fin, que vous puissiez assurer de votre côté votre réussite et que moi de mon côté, je puisse faire en sorte que vous receviez la matière la plus clairement possible et que je fasse en sorte que vous ayez toutes les conditions requises là, pour vous aider à réussir le cours de traitement thermique. Donc, la pondération du cours, comme vous le savez déjà, c'est un 3-3-2, 3 heures de laboratoire par semaine, 3 heures de théorie aussi par semaine. Donc, la théorie va se donner, comme vous le savez déjà, entièrement, du moins aux nouvelles directives du gouvernement. Au départ, le cours va se donner en ligne et si les mesures concernant la COVID s'assouplissent dans le courant de l'hiver ou du printemps, mais à ce moment-là, aussitôt que ce sera possible, on pourra passer en présentiel euh, si on nous en donne la permission. Les laboratoires, quant à eux, vont être bien entendu donnés en présentiel à l'horaire prévu. Ça, il n'y a pas de problème pour ça. Donc, normalement, là, les laboratoires, c'est le lundi à 3h05, exception de la première rencontre, parce qu'on ne peut pas faire de laboratoire si vous n'avez pas eu aucune notion théorique. Donc, moi, à chaque fois, à chaque session, j'ai l'habitude d'utiliser les 3 périodes de laboratoire, les 3 premières périodes de laboratoire de la session pour faire une revision, surtout une revision des notions que vous avez eues en alliage ferreux, parce que vous devez savoir que le cours de traitement thermique ne s'adresse uniquement qu'aux alliages ferreux, en particulièrement les aciers. On ne parle pas de traitement thermique de d'autres alliages, comme on le fait par exemple en alliage léger avec l'aluminium. Donc on ne s'adresse qu'aux aciers en particulier. Un peu les fonds, mais pas beaucoup. C'est vraiment 95%, là, c'est les aciers. Ça représente en même temps aussi la suite de votre cours d'alliage ferreux que vous avez eu à l'hiver passé, à l'hiver de l'année dernière. Donc c'est vraiment là, la suite. Ce qui fait en sorte que, étant donné que vos notions acquises en alliage ferreux peuvent paraître quand même assez loin, là, vous avez fait le cours à l'hiver passé, moi, ça fait en sorte que je trouve important que je puisse vous rappeler les notions qui sont importantes à l'intérieur du cours d'alliage ferreux, afin de bien démarrer les nouvelles notions que vous allez voir dans le cours de traitement thermique. Donc, moi, je vais m'assurer de mon côté là, que vous puissiez maîtriser davantage les bases sur la microstructure des aciers, parce que les traitements thermiques des aciers reposent bien entendu sur des transformations de microstructures de l'acier à l'état solide. Auparavant, je vais prendre du temps pour aller voir les éléments les plus importants dans le plan de cours du cours de traitement thermique. Donc, comme d'habitude, vous avez mes coordonnées en deuxième page, toujours au même endroit, avec le même numéro de poste, le même courriel aussi.
Ici, le Cégep nous avait demandé au mois de novembre, lorsqu'il est venu le temps de rédiger nos plans de cours, de les mettre à jour, de spécifier le mode d'enseignement, le mode pédagogique, en vertu des conditions face à la COVID. Moi, à ce moment-là, on nous avait donné le choix. Et moi, j'avais demandé à ce que, en tout cas, j'ai précisé que le cours puisse se donner en présentiel. Donc, vous pouvez lire en bas, là, 100% des cours théoriques en présentiel en classe. Mais comme vous le savez maintenant, là, cette semaine et la semaine passée, la direction du collège nous a demandé, en tout cas, a rendu obligatoire quand même, pour le début de la session du moins, les cours en ligne. Au début des plans de cours, ben, est mentionné à chaque fois la compétence ministérielle, qui est de prévoir les effets d'un traitement thermique. Donc, c'est comme ça qu'a été rédigée la compétence. Et objectifs généraux, ben, c'est ce cours, ben, il va nous permettre l'acquisition du processus, planification, exécution, vérification et validation visant à appliquer les procédures de chauffage et de refroidissement contrôlé pour modifier les structures métallographiques et les propriétés mécaniques des différents alliages ferreux. Vous avez le tableau dans lequel est décrit plus en détail les différents éléments qu'on va voir au niveau théorique et laboratoire dans le cours durant la session. Donc, il y a beaucoup de notions. C'est un cours qui est quand même assez étoffé. C'est un 90 heures. Donc, il y a beaucoup de choses concernant le traitement thermique des aciers. Donc, ça me donne, je ne prendrai pas le temps d'aller énumérer tous les éléments. Je vous laisserai la liberté de le faire vous-même. L'orientation pédagogique, comment les cours vont être, comment les connaissances vont vous être transmises? Ben, à travers des cours magistraux, bien entendu, en ligne pour commencer. Visite industrielle. À chaque fois, moi, à chaque année, depuis que je donne le cours, je fais une visite industrielle en traitement thermique et toujours dans la même usine, pour la même compagnie, qui est Safran, qui est une usine qui fabrique des trains d'atterrissage pour les gros avions de transport commerciaux comme Boeing 747, les Airbus 380. Ils font aussi des trains d'atterrissage pour des plus petits avions, même des chasseurs, des avions de, de la de l'armée de l'air, autrement dit, pour les États-Unis surtout. C'est une multinationale. C'est pas une entreprise québécoise, c'est une entreprise franco-britannique. L'usine est installée à Mirabel, euh, le long de l'autoroute 15, juste avant d'arriver à Saint-Jérôme, en face de Bell Hélicoptère, pas très loin de l'aéroport de Mirabel. C'est une très belle usine à visiter. Personnellement là, c'est l'usine que je préfère aller visiter, pour laquelle il y a plus de procédés en lien avec la métallurgie différents. Donc, bien entendu, là, ils font des trains d'atterrissage et pour rendre des trains d'atterrissage résistants, ben, ils appliquent un traitement thermique sur les trains d'atterrissage qui, eux, sont fabriqués en acier 4340. Donc, à chaque visite, ben, on a l'occasion de voir un train d'atterrissage sortir du four et être trempé dans l'huile, dans un gros bassin d'huile. Donc, c'est assez impressionnant et intéressant à voir. Et en plus de ça, il y a d'autres procédés à observer, le plaquage, l'inspection par magnétoscopie, il y a du grenaillage et de l'usinage. Donc, c'est une très belle usine à visiter. Et ils engagent assez régulièrement des techniciens en métallurgie, là, en moyenne peut-être un à toutes les 2 ou 3 ans. Et on a plusieurs de nos anciens étudiants qui sont dans cette usine, dans cette compagnie qui s'appelle Safran. Ça a changé de nom souvent dans les 15 dernières années, mais au départ, c'est une compagnie qui s'appelait Messier Doughty, qui était un consortium entre deux entreprises, une française qui est Messier et Doughty, qui est une compagnie britannique.
Ça a changé de nom à quelques reprises et de sorte qu'aujourd'hui, là, ça s'appelle Safran. Donc, la visite, ben, tout dépendant de l'assouplissement des mesures face au COVID, je suis pas certain, je suis pas sûr si on va être capable de faire la visite. De toute façon, moi, habituellement, je fais la visite autour de la 10 ou 11e semaine de la session, ce qui va donner dans le courant du mois d'avril. Donc, on verra à ce moment-là, là, tout dépendant de l'assouplissement des mesures, si on est capable de faire la visite. Il y a des laboratoires, bien entendu, on va les voir tout à l'heure, je vais en faire la liste. Euh, Pendant mes cours, pas très souvent, mais à quelques reprises, j'utilise des films vidéo pour faciliter la compréhension de certains concepts en lien avec les traitements thermiques. Un logiciel dédié, ben, y a, à part Excel, là, il n'y a pas vraiment de logiciel dédié. Ah oui, il y a le logiciel pour l'utilisation du four BMI. Il existe des logiciels qui permettent de simuler des traitements thermiques. On a déjà pensé il y a quelques années acheter un logiciel de simulation, mais on s'est questionné sur la pertinence, étant donné qu'on fait des vrais traitements thermiques en lab. Quelle est la pertinence d'utiliser un logiciel pour en simuler? Donc on s'interroge encore à savoir si on devrait acheter un logiciel de simulation de traitement thermique. Peut-être dans les années à venir. Au niveau, là, soit dit en passant, là, au niveau, je vais escamoter tout ce qui est en rapport avec les règlements, parce que avec Martine, vous avez déjà eu une mise à jour sur les règlements pour chacun des cours. Donc, ça s'applique, bien entendu, là, tous les règlements du département et du collège s'appliquent pour le cours de traitement thermique. Vous avez le tableau des évaluations. Vous allez avoir 3 examens partiels. C'est beaucoup, mais habituellement, les étudiants apprécient parce qu'il y a beaucoup de matière. Et puis, ça fait des examens là, moins étoffés, disons. Donc, moi, je préfère aussi vous évaluer plus souvent avec moins de matière. Donc, ça aide les étudiants, ça va vous aider et surtout, ça va vous inciter à faire votre revision le plus tôt possible. Votre revision de vos cours, surtout du cours d'alliage ferreux. Dans le premier examen, je vais vous donner les dates tout à l'heure, qui arrivent quand même assez tôt dans la session, là, dès la 4e semaine à peu près. C'est un examen qui, en bonne partie, consiste à qui renferme des questions en rapport avec votre cours d'alliage ferreux. Donc, moi, ça vous force finalement à faire votre revision le plus tôt possible pour être capable de bien absorber la nouvelle matière qui repose, dont les bases reposent sur les notions vues dans le cours d'alliage ferreux. Donc, vous allez avoir 3 petits examens partiels de 10% chaque. Il y a 6 laboratoires. Les rapports comptent pour un total de 30%, donc 5% par rapport de lab. Et vous allez avoir aussi un examen pratique à la fin de la session qui compte pour 8%. Donc c'est un vrai traitement thermique que vous allez que vous allez avoir à faire. Je vais vous expliquer en temps et lieu en quoi consiste en détail le traitement thermique. Mais pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que c'est tout simplement une trempe. Je vous donne un acier, je vous donne l'alliage et vous devez faire une trempe et un revenu de manière à atteindre une dureté précise que je vous demande. Donc, il faut, autrement dit, ajuster certains paramètres au niveau du traitement thermique qui vont vous permettre d'atteindre la dureté demandée. Et là, ben, vous êtes évalué en fonction de la dureté, à savoir si vous avez réussi à vous approcher ou à atteindre exactement la dureté que j'ai demandé ou si vous êtes arrivé, si vous en êtes éloigné. Mais d'ici 2 mois, là, j'aurai l'occasion de vous en parler plus en détail afin de faciliter votre préparation pour cet examen-là.
Et à la fin de la session, vous allez avoir deux autres examens. Un examen pratique écrit, donc un examen écrit sur les laboratoires qui vaut pour 7%, et un examen théorique synthèse, donc il est vraiment synthèse, c'est-à-dire on ramène toutes les notions vues dans la session et vous pouvez être questionné sur chacune de ces notions à travers l'examen théorique synthèse qui lui va valoir pour 25%. Voilà. Bon. En ce qui concerne l'examen, vous avez un tableau ici qui décrit un peu plus en détail en quoi consiste l'examen pratique. Donc, ce que je viens de vous dire là, il est écrit, le traitement thermique de trempe et de revenu sur un acier. Vérifier la maîtrise d'une opération de trempe et de revenu pour l'atteinte d'une dureté précise pour un acier. Voilà. Et le critère, c'est la précision de la dureté. Donc, vous avez ici examen pratique écrit, évaluer les connaissances acquises lors des 6 laboratoires. Ça, c'est l'examen écrit de laboratoire. Et l'examen théorique synthèse, qui est l'évaluation des connaissances acquises lors des cours théoriques. Le critère 60%, là, j'ai mis, je sais pas trop, quand le collège nous a demandé de remplir ce tableau-là, j'ai pensé que c'était la critère, la note de passage, hein, 60%. Bon, j'ai écrit 60% sans trop savoir si c'était la bonne information qu'il fallait que j'écrive. Ah oui, la médiagraphie, ça c'est important de vous rappeler encore. Votre fameux livre de l'avenir dont on vous parle souvent, c'est votre plus précieux ami dans votre deck. Il vous sert pour beaucoup de cours. Il vous a servi pour sciences des matériaux. Il vous a servi pour alliage ferreux. Il vous a servi pour alliage léger. Et il va encore vous servir ici pour le cours de traitement thermique. Donc, moi, avant chaque examen, là, quand je vais vous donner en détail ce qui est à étudier, donc vous avez des notes de cours, je vais vous donner les PowerPoint, puis je vais vous donner aussi les sections à lire dans l'avenir qui vont vous aider à bien vous préparer pour chacun des examens. Vous avez un livre qui s'appelle E-Tweeter's Guide de l'ASM, dans lequel sont illustrées les recettes des traitements thermiques d'à peu près tous les aciers, pas tout au complet, mais les principaux aciers utilisés sur le marché, tous les diagrammes, les outils, les informations qui sont nécessaires pour bien exécuter les traitements thermiques. Donc, on en a 3 ou 4 copies de ce livre-là dans le département. Et vous allez avoir l'occasion à quelques reprises de le consulter pour aller chercher certains paramètres lors des laboratoires. Euh, c'est un livre aussi on a eu, je vous ai déjà montré la version du E-Tutor's Guide pour les non ferreux à quelques occasions là, dans certains labs d'alliage léger à la session passée. Mais celui-là dont je vous parle, c'est un livre dédié uniquement pour les traitements thermiques des aciers. Donc, note de cours, équipement de sécurité, oui. Donc, dans les laboratoires, pas mal tout le temps, là, que ce soit dans la salle de traitement thermique, on va utiliser beaucoup les salles d'essai mécaniques, on va prendre beaucoup de dureté, on va faire des tractions, on va faire des charpies, euh, on va faire à quelques reprises des métallographies, là, surtout les 2 derniers labs. On va utiliser ce qu'on appelle un poste de trempe par induction. On va utiliser des dispositifs de trempabilité qui sont aussi dans la salle de traitement thermique. Donc, peu importe, là, pendant tout le laboratoire, toute la session, là, souliers de sécurité, comme vous avez déjà, sarrau, lunettes. Donc, ça va être obligatoire à chaque fois. Vous avez les règlements à la fin. Je vous en dispense parce que Martine a déjà fait le travail. Donc, il n'y a pas, je crois pas avoir autre chose à dire d'important là pour l'instant. Voilà. Donc, maintenant, ce que je vais faire avec vous, c'est que je vais entamer un petit peu
le début du cours. Donc, on va plonger dès maintenant dans le... Je suis pas au bon endroit dans mon PowerPoint, mais pas du tout. J'aurais dû me placer au début. Et voilà. Ça. Bon. Là, ce que je vais faire maintenant, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour bien vous préparer pour le cours de traitement thermique, il, il est fortement recommandé d'aller se rappeler certaines notions importantes acquises l'an passé dans votre cours d'alliage ferreux avec Stéphane. Donc ça, c'est super important parce que moi, je veux m'assurer que vous compreniez le plus possible la nouvelle matière euh, que je vais aborder là, pour le deuxième cours, le cours du mercredi. Euh, prévu pour le mercredi après-midi ou matin, là, je m'en souviens plus, mais pour le cours du mercredi. Là, pour l'instant, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller rechercher certaines notions importantes concernant la microstructure des aciers. Et là, vous vous apercevez là, des petites images là, qui vont vous rappeler certains souvenirs, j'imagine. Vous avez une métallographie d'un acier qui est à gauche, qui est à l'état recuit, parce que on en distingue des grains de perlite et des grains de ferrite. On a à l'autre bout, là, à droite, on a le fameux diagramme d'équilibre fer-carbone. Vous avez une structure cristalline cubique à face centrée, qui est représentée au milieu, et des petits engrenages en acier, parce que c'est le genre de pièces qui systématiquement subissent des traitements thermiques pour augmenter leur résistance, leur ténacité et leur dureté. Donc là, vous allez avoir l'impression que je pars de loin, mais je le fais quand même parce que ça peut aider certains d'entre vous là, à vous allumer certaines choses peut-être que vous avez mal saisies pendant vos cours de sciences des matériaux d'alliage ferreux. Donc, quand on aborde un cours de métallurgie ou de traitement thermique, ben la première chose qu'il faut dire, c'est que on étudie ce qui concerne la matière, c'est les atomes. Donc, les métaux sont constitués d'un empilement d'atomes. Les atomes, ben, ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'est constitué d'une part d'un noyau qui est au centre, et puis d'électrons représentés avec des points rouges qui gravitent autour du noyau sur différentes couches. Un atome important chez les aciers, il n'y a pas seulement le fer. Bien entendu, les aciers, c'est une base métallique de fer, mais ce qui définit un acier, c'est un alliage fer-carbone. Donc, je vous représente ici l'atome de carbone, qui est le numéro 6 dans le tableau périodique. Il a 6 protons. C'est pour ça qu'il est classé au 6e rang dans le tableau. Et il a aussi 6 électrons. Donc, on voit les 6 électrons répartis sur les deux premières couches. Donc, protons, noyau, neutrons, les électrons en rouge, les répartis sur ce qu'on appelle des couches d'énergie ou les orbitales. Les électrons gravitent autour du noyau. Il y a une centaine d'atomes à l'état naturel, devrais-je dire, mais quand vous consultez le tableau périodique, on est au-dessus de 125 maintenant, mais il y en a un nombre là-dedans là, qui sont dits artificiels. Là. Mais sur notre planète Terre, là, il y a une centaine d'atomes présents à l'état naturel. Ceux qu'on connaît le plus, là, il y en a des exemples, là, le fer, le carbone, l'azote, le cuivre, le nickel, l'oxygène, l'hydrogène, l'aluminium, par exemple. Euh, Ces atomes-là, très très souvent et même la plupart du temps dans la nature, là, presque tout le temps, sauf exception, se combinent ensemble pour former ce qu'on appelle des molécules. Donc, par exemple, l'azote et l'hydrogène peuvent s'associer pour donner l'ammoniac, l'hydrogène et l'oxygène pour de l'eau. Le fer et le carbone ont une grande affinité aussi ensemble pour donner ce qu'on appelle des carbures, le carbure de fer en ce qui a trait au fer et le carbone, l'alumine, qui est un oxyde d'aluminium. Donc, ce sont tous des molécules dans lesquelles les atomes ont décidé de se lier ensemble pour former de nouveaux matériaux avec leurs propres propriétés. Mais un cours de traitement thermique, c'est pas un cours de chimie. Mais quand même,
Ce qu'il faut comprendre dès le départ, c'est que les atomes, ben, ce sont des sphères parfaites. Donc, c'est une sphère, un atome. C'est une boule. Et sa taille, elle est délimitée par la distance, ben, le diamètre ou le rayon qui sépare le centre du noyau et la dernière couche orbitale de l'atome. Donc, ce qu'on voit d'un atome, autrement dit, là, ce qui délimite sa frontière, c'est la trajectoire des électrons dans la dernière couche. Les structures cristallines. Maintenant, quand on parle de métal, on parle de structures cristallines. Comment l'ordre se fait? Donc, les atomes à l'état solide s'arrangent selon un ordre précis, sur de longues distances. Donc, là, on parle de métal, puis on appelle ça un réseau cristallin. Chez les métaux, il existe 14 réseaux cristallins différents. Et parmi les métaux d'usage, comme les aciers, le cuivre, le magnésium, le titane, on en retrouve généralement trois. Okay? Il y a des atomes, il y a des métaux qui, assemblés ensemble, forment une structure cubique centrée. Il y en a d'autres qui forment des structures cubiques à face centrée. Et il y a d'autres atomes qui forment des structures dites hexagonales compactes. Donc, ce que vous avez ici, c'est une structure cubique centrée. Donc, formée, autrement dit, c'est un cube. Donc, vous avez encore là 4 à 8 atomes positionnés sur chacun des 8 coins du cube avec un neuvième atome au centre. Donc, ça, c'est cubique centré. Le fer, les atomes de fer s'empilent de cette façon-là. Le manganèse aussi, le chrome, le vanadium, le niobium, il y en a d'autres, mais ça, c'est 5 exemples. D'autre part, vous avez un autre type d'empilement qui est possible chez beaucoup de métaux, qui est la structure cubique à face centrée. Là, ici, on a encore un cube, on a encore 8 atomes sur chacun des 8 coins du cube. Mais cette fois-ci, au lieu d'avoir un atome au centre de la boîte, on a 6 autres atomes qui sont placés au centre des 6 faces du cube. Donc, ça donne l'empilement que vous voyez à gauche. Beaucoup d'atomes s'empilent comme ça, notamment le cuivre, le nickel, l'aluminium, l'or, le platine, l'argent et le fer. Ben, là, je viens de dire que le fer était cubique centré, et là, je dis maintenant que le fer, il est cubique à face centrée. Me suis-je trompé? Non. Dans certains cas, il y a des atomes qui peuvent s'empiler. Certains métaux peuvent s'empiler selon les deux réseaux cristallins. On va le décrire un petit peu plus tard tantôt. Pour former une pièce de métal que nous, en tant qu'humains, on peut voir et toucher et prendre dans nos mains, ben c'est le résultat d'un empilement d'un très grand nombre d'atomes. Ou si on veut, le résultat d'un empilement de plusieurs mailles cristallines. Donc, par exemple, si j'ai une pièce de fer dans mes mains, ben, qui pourrait être représentée par le gros cube qu'on voit au centre, ben, c'est le résultat de chaque maille cristalline empilée les uns sur les autres. Donc, on pourrait dire même que ça forme un grain. Donc, vous voyez, le bloc que vous voyez au centre pourrait représenter une portion du métal que je prends dans mes mains qui serait un grain. Et dans le grain, les atomes sont empilés les uns sur les autres dans la même direction. Donc, quand les atomes s'empilent, quand est-ce qu'ils s'empilent les atomes? Ben, lorsque, à chaque fois qu'on fabrique du métal, le métal est porté au départ à l'état liquide. Donc, dans le processus d'obtention du métal, généralement, il y a une étape dans laquelle le métal est porté à l'état liquide. Et à un moment donné, il est refroidi, par exemple, dans un moule. Et lors du refroidissement, ben, il y a le processus de solidification qui opère. Donc, les atomes, le métal passe de l'état liquide à l'état solide. Lorsque le métal est à l'état liquide, il n'y a pas d'empilement. Mais lorsque la solidification opère, elle opère progressivement. Et les atomes de l'état liquide vont adhérer à la partie solide en occupant une position bien précise et construire, si on veut, la phase solide du métal en conservant l'orientation établie au départ. Donc c'est un peu lorsqu'il y a le processus de solidification,
d'un métal liquide vers la phase solide. C'est un peu lorsque l'on construit un building. Donc, si au départ la fondation elle est droite, parfaitement droite par rapport au sol, et qu'on empile des poutres de même longueur vers le haut, perpendiculairement à l'orientation du sol, ben, la construction va pouvoir s'élever en ligne droite sans changer d'orientation. Donc, c'est un peu ce qui se passe lorsque les différentes mailles cristallines vont se greffer les unes sur les autres pour construire un grain d'orientation unique. Mais lorsqu'on refroidit un volume de métal, euh, la solidification en réalité va s'amorcer en plusieurs endroits et va évoluer dans des directions différentes. Et là, ben, on va donc obtenir des ondes dans le métal qui se seront construites dans des directions différentes les uns aux autres. Et ces zones-là, on les appelle des grains, comme on l'a dit tantôt. Et lorsqu'on observe un métal au microscope complètement solidifié, on est à mesure de voir ou de percevoir les différentes orientations. Bien entendu, lorsqu'on fait une métallographie, on ne voit pas la représentation en quadrillé que vous voyez sur le dessin à l'écran. On ne voit pas les atomes, on ne voit que les frontières. Mais en réalité, lorsque vous observez une métallographie, vous voyez ce qu'on appelle les joints de grains, qui sont les frontières entre les grains. Mais on ne voit pas les orientations d'atomes en tant que telles. Mais en réalité, il faut comprendre, il faut se rappeler que lorsque vous observez un métal au microscope pour être en mesure de, par exemple, de mesurer la taille des grains, vous vous servez des joints de grains, mais il ne faut pas oublier que chaque grain, c'est une zone dans laquelle les atomes se sont empilés dans une direction, dont la direction elle est différente de ses grains voisins, un peu comme il est représenté à l'écran. Donc, je mets en évidence ici ce que j'ai appelé tout à l'heure un joint de grains. Donc, si je fais un zoom là-dessus, ben, on est en mesure de voir ici, on voit les atomes. Vous êtes en mesure de percevoir là, que dans la partie à gauche là, de l'image qui vient d'apparaître à gauche, ben, on voit les cercles, les atomes qui sont alignés dans une direction, légèrement inclinés en descendant de la gauche vers la droite. Et là, dans la partie à droite, ben, vous voyez que les atomes sont orientés, sont alignés dans une autre direction différente de la zone gauche. Et la zone ombragée, c'est la zone de joint de grain. Donc, c'est une zone qui a une certaine épaisseur, dans laquelle il y a un certain nombre d'atomes qui vont faire en sorte de d'accommoder ou de faire la transition entre les deux directions différentes des deux grains. Donc, c'est une zone de transition, les joints de grains. Donc, on obtient à la rencontre de ces arrangements des joints de grains. C'est une zone de transition. En résumé, un atome, un réseau cristallin, donc on a empilement dans un ordre donné, un cubique centré par exemple, un grain, dont on a empilé les réseaux cristallins les uns sur les autres pour donner ce qu'on appelle un grain dans une orientation unique, et des grains qui forment une structure métallique. Donc, différents grains qui vont être soudés ensemble, mais dans des directions différentes pour donner une pièce métallique. Pourquoi plusieurs grains? Ben, je l'ai expliqué tout à l'heure. Chaque grain du métal est issu d'un germe de solidification lors du passage de l'état liquide à solide. Donc, vous voyez ici une image, le carré en haut à droite, à gauche, c'est-à-dire, où on a la zone grise, le fond, qui correspond à du métal liquide. Et à travers, il y a des zones qui ont commencé, des germes, à partir duquel la solidification va pouvoir, elle a été amorcée et va pouvoir se développer. Donc on voit ici, là, sur l'image, il y a 3 germes qui sont plus gros que les autres, mais il y en a d'autres. Il y a des petits germes là, qui ont eu le temps d'apparaître ici et là. Et ces germes-là vont greffer des atomes de l'état liquide. Les atomes de l'état liquide vont se greffer à ces différents germes-là pour donner lieu à la croissance des différents grains. Donc ça se développe, vous voyez dans l'image B à droite, après un certain temps, on voit que les grains ont grossi.
Et là, ben, à un moment donné, ben, ça va se rejoindre, tout ça. L'image C, ben, on est à une étape où la solidification est assez avancée, mais il reste encore du liquide entre les grains. Et là, à un moment donné, ben, la situation se complète et les grains se rejoignent et se joignent entre eux en conservant leur propre orientation. Donc la solidification s'amorce donc en plusieurs endroits simultanément dans la masse liquide lors de la coulée du lingot. La solidification se développe donc ainsi progressivement dans des directions différentes d'un germe à l'autre. Donc, atomes. Pourquoi plusieurs grains? Bon, ben, mettons que vous avez des atomes qui nagent dans la masse métallique, qui vont pouvoir donc se greffer à un germe, donc donner lieu à la construction d'une maille cristalline. Là, vous remarquez que à gauche et à droite, la maille n'est pas dans la même orientation, parce que les deux atomes, eux, ils se parlent pas ensemble avant. Là. Les atomes qui vont former la maille cristalline de gauche ne savent pas dans quelle orientation les atomes vont être empilés dans la maille cristalline de droite. Donc c'est le hasard qui détermine ça. Et là, on voit donc deux grains orientés différemment qui vont croisser et qui vont croître dans la masse liquide indépendamment l'un de l'autre et donner lieu finalement à différentes zones d'orientation différentes. Maintenant, un alliage peut être une solution solide d'insertion. Donc là, on parle d'alliage, on parle donc un alliage, là, c'est un mélange d'au moins deux éléments différents l'un dans l'autre. Donc c'est ça un alliage. Et là, chez les métaux, ben, il y a des atomes qui, mélangés l'un dans l'autre, vont donner lieu à ce qu'on appelle une solution solide d'insertion. Donc, par exemple, vous avez ici un atome à l'état pur, là, une maille cristalline d'un élément à l'état pur. Là. Imaginez que ce sont des atomes de fer en cubique centré. Et je peux décider de faire rentrer un atome entre les atomes de fer. Donc, ouais. Bien entendu, là, c'est important de s'apercevoir qu'étant donné que les atomes ils sont sphériques, ben, lorsqu'on les empile, ben, ils génèrent des espaces libres. Si les atomes étaient des cubes, ben, il n'y aurait pas d'espace libre. Donc le fait que les atomes soient sphériques, lorsqu'ils sont empilés, ils génèrent ce qu'on appelle des interstices, ou le terme qui est plus souvent employé en métallurgie, des sites. Et on pourrait être capable d'y insérer un atome. Donc ces espaces libres se nomment sites interstitiels. La taille de ces sites est plus petite que les atomes formant le réseau. Et si le diamètre d'un atome d'élément d'alliage est suffisamment plus petit que l'atome du métal de base formant le réseau, ben cet atome-là, qui est plus petit, va pouvoir peut être capable d'occuper les sites. Et donc de se mettre en solution solide d'insertion. Donc, un alliage, c'est quoi? C'est une base métallique dans laquelle les atomes s'empilent selon un réseau cristallin, une structure cristalline donnée, par exemple le cubique centré, et un élément d'alliage suffisamment plus petit pour occuper les sites. Par exemple, comme ça ici. Donc vous voyez, je viens d'insérer un atome de carbone. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je peux recommencer. Et voilà. Je peux en insérer plus aussi si je voulais. Comme ça. Comme ça. Donc, comme le carbone, c'est comme ça. Dans la ferrite, le carbone peut être capable, il est assez petit, du moins les sites peuvent être assez grands pour qu'un atome de carbone puisse être capable de se loger à l'endroit que vous voyez ici. Bon, pourquoi le carbone? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pourquoi le carbone a toujours été présent dans le fer? Ben, c'est parce que le carbone, dans le tableau périodique, c'est un des rares éléments qui a un certain pouvoir dit réducteur et qui est abondant dans la nature et facilement disponible. Ça fait très longtemps que l'homme utilise le fer, mais en réalité, le fer a toujours été de l'acier. Le fer que l'homme a utilisé depuis des milliers d'années
il y a toujours eu du carbone de mélanger dans le fer. Sinon, le fer aurait été beaucoup trop mou, par exemple, pour faire des armes ou des outils. Donc, il y a toujours eu du carbone. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des peuplades, il y a eu des individus il y a quelques milliers d'années qui se sont aperçus que lorsqu'ils faisaient brûler certains minerais, que ça donnait être du minerai riche en minerai de fer, en oxyde de fer, lorsque ce minerai-là était porté à très haute température en contact avec l'oxygène et surtout en contact avec de la matière organique comme le bois, des os, d'animaux, etc., ben, ce qui arrivait, c'est que là, la roche se transformait en une nouvelle roche qui, elle, avait un comportement complètement différent, donc qui était brillante et qui était malléable. En l'occurrence, donc, il s'était passé dans des fourneaux très, très archaïques, là, la même réaction chimique qui a lieu dans les fours modernes, c'est-à-dire un simple procédé de réduction. Donc, pendant très longtemps, les premières peuplades là, qui ont utilisé, qui a fait en sorte que l'âge du fer a débuté, étaient capables de reconnaître des terreaux selon la couleur et la texture qui étaient riches en oxyde de fer et savaient par expérience qu'en brûlant, en chauffant à très haute température et en soufflant de l'air, ils étaient capables de, entre guillemets, là, de transformer là, de manière magique ce terreau-là là, en particules de fer métallique qu'ils pouvaient après ça, après refroidissement du fourneau, aller recueillir et travailler par forgeage, par exemple. Mais durant le 18e, à partir du fin 18e siècle, 19e siècle surtout, ben, on s'est aperçu que c'était beaucoup plus efficace d'utiliser le charbon pour faire cette réaction-là, parce que ça donnait du fer de bien meilleure qualité, parce qu'il y a moins de contaminants par rapport au bois, par exemple. Dans le bois, il y a 88% en moyenne de carbone, tandis que dans le charbon, c'est pratiquement presque pur. Donc, on génère des métaux de meilleure qualité. Donc, à un moment donné, dans l'histoire moderne, on a commencé à faire de la fonte et des aciers en utilisant le charbon comme matière organique, parce que le charbon, c'est de la matière organique, c'est issu de la décomposition des végétaux et des espèces animales qui ont vécu ici il y a plusieurs millions d'années. Et lorsqu'on incorpore le charbon ainsi que le minerai de fer ensemble dans un fourneau, avec des paramètres requis, ben on est capable de faire le procédé de réduction en insufflant aussi, bien entendu, de l'oxygène. Et là, ben, vous avez ici un haut fourneau, la représentation d'un haut fourneau, dans lequel, en bas, se tombe ce qu'on appelle la fonte, qui est un alliage fer-carbone à haute concentration en carbone, autour de 4%, et que l'on soutire à intervalles réguliers par un trou de coulée et qu'on coule dans les moules. Et donc, on obtient à partir du haut fourneau de la fonte. Donc, le carbone de l'acier provient soit du charbon, aussi le pétrole, qui est très utilisé aussi pour la fabrication du charbon et éventuellement incorporation dans les hauts fourneaux. L'autre alternative, c'est de plus en plus, là, depuis environ 40 ans, 40 à 50 ans, on utilise une autre voie pour fabriquer de l'acier. Soit dit en passant, ici, on ne peut que fabriquer de l'acier avec cette deuxième alternative et non pas de la fonte. C'est qu'on utilise du fer métallisé et mélangé avec de la ferraille. Et on ajoute un petit peu de charbon s'il y a carence en carbone dans les produits de départ. Et puis, on fait fondre la charge de manière électrique avec des arcs qui vont provoquer une haute température dans la charge et fusionner la charge. Et on peut ainsi traiter l'acier et fabriquer toutes sortes d'alliages différents. Donc, le carbone peut être aussi ajouté dans la charge liquide d'un acier qui est déjà réduit. Ce que je représente ici, c'est deux atomes. Donc, ce sont les deux atomes qui constituent la grande famille des aciers.
par définition, un acier, c'est alliage fer-carbone. Donc, je vous présente ici un atome de carbone et à côté un atome de fer. Ils sont à l'échelle, c'est-à-dire que j'ai pris soin de faire la présentation. Les cercles, là, c'est vraiment, là, si on veut comparer la taille de l'atome de fer avec l'atome de carbone, c'est exactement à ça que ça correspond. Comme comparaison, la taille entre les deux, carbone et fer. Le carbone, son diamètre est de 140 picomètres, tandis que le fer, il est exactement de 280. Donc, vous voyez, par hasard, c'est exactement un rapport de 2. Donc, entre la taille de l'atome de carbone et la taille de l'atome de fer. J'ai pris soin aussi de représenter tous les électrons. Donc, le fer, il y a 26 électrons répartis sur 4 couches. Tandis que le carbone, ben, lui, il y en a 6 répartis sur 2 couches. Donc, la raison pour laquelle l'atome de fer il est plus gros, c'est parce qu'il y a plus d'électrons. Donc, ça prend plus de couches pour les répartir. Donc, la structure cubique centrée du fer génère des sites dits octaédriques. Donc, vous voyez ici, vous avez une représentation du réseau cubique centré. Et vous avez un 10e atome qui est à droite, qui lui représente l'atome du centre de la maille voisine. Donc, ça forme 6 atomes. Vous voyez les 6 là, qui sont, ben, ils sont voisins les uns des autres. Et ils se collent. Et au centre, il y a l'atome de carbone qui est logé. Donc, c'est un site qui est en forme de pyramide à base carrée, 2 pyramides à base carrée collées l'une sur l'autre sur sa base. On appelle ça en géométrie, cette forme en 3 dimensions-là, ça s'appelle un octaèdre. Donc, on appelle ça un site octaédrique. Malgré que le diamètre de l'atome de carbone est légèrement plus grand que la taille du site octaédrique, eh oui, donc je viens de dire tantôt que l'atome de carbone pouvait se loger là, mais là je viens de dire l'inverse, je viens de dire que le site est légèrement plus petit. Donc l'atome de carbone est légèrement plus grand, son diamètre est légèrement supérieur à la taille du site. Donc malgré ça, il va être possible pour l'atome de carbone d'occuper le site en question. Donc je vous expliquerai ça dans la prochaine présentation.